aussi. Puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, où faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume, et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qu'avait prévenu et que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je remercie les organisatrices de ce très beau premier salon du livre dont Sylvie fait partie. Je remercie également chaque personne présente aujourd'hui. Je vous remercie individuellement, parce qu'il y a le collectif, mais si vous êtes là, c'est que vous avez une bonne raison d'être là de façon individuelle. Je vous remercie de votre présence. Cette rencontre va se dérouler à deux voix. Moi, je m'appelle Stéphanie Lemoyle, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants. Je remercie la présence de mon mari et de mon fils aujourd'hui, Maxime, et Damien, dans l'autre sens, Damien et Maxime, mon mari Damien, mon fils Maxime, également mon neveu Jérémy et sa compagne Julie, d'être présents aujourd'hui avec moi. Je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule L'abus, un récit autobiographique, une histoire dramatiquement banale. Je remercie Sylvie d'être à mes côtés. Sylvie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, moi je vais dire 2 mots. Donc, je m'appelle Sylvie Moulédou. Donc, moi je suis bénévole au sein de l'association depuis presque 2 ans, je crois. J'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle Écoutez-moi, qui est paru l'année dernière, dans lequel je libère ma parole légalement après plus de 30 ans. Et donc je crois que c'est sur les réseaux, de toute façon, qu'on s'était rencontrés une première fois, virtuellement, et ensuite on s'est vu dans ton fief chez toi. Et ce qui nous a rapprochés, c'était bien évidemment cette force du témoignage et cette envie de partager et de témoigner. Voilà. Effectivement, notre intervention elle a pour but de témoigner, d'essayer de comprendre et d'essayer de lutter contre les violences sexuelles. On parlera majoritairement des violences faites aux femmes, mais on n'oublie pas les hommes, qui sont eux aussi pour certains victimes. C'est pas la majorité, mais néanmoins ils existent. Vous imaginez qu'en 1h30, on n'aura pas le temps de faire le tour exhaustif de cette question, parce que c'est une question très complexe et qui ne s'improvise pas, qui nécessite beaucoup de réflexion et de compréhension. Donc en 1h30, on n'aura pas le temps de faire le tour, mais on est à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions, évidemment, si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes tous bien installés ? Non, je vous en prie, avec plaisir. On propose, Sylvie et moi, de commencer par vous donner quelques chiffres, parce que même si ça reste des chiffres, derrière il y a des vies qui
qui se joue. C'est important d'avoir un petit peu une notion de qu'est-ce que ça veut dire violence sexuelle aujourd'hui, en France en tout cas. Alors en France, effectivement, aujourd'hui, c'est toutes les 3 minutes qu'un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Les violences sexuelles sont des actes de violence et de barbarie qui ont été reconnus comme les violences entraînant les plus graves conséquences psychotraumatiques. C'est vraiment quelque chose qui a été reconnu par le maître, je crois. Pour une victime de viol, le risque de développer un trouble de stress post-traumatique est de 80% et de 100% chez les enfants. Une victime de viol sur 2 a tenté de se suicider, a souffert de dépression, de troubles anxieux majeurs, de conduite addictive, et toujours en lien bien sûr entre le stress post-traumatique et tout ça. Une victime de viol sur 3 présente des troubles des conduites alimentaires, boulimie, anorexie, etc., des conduites à risque, scarification, automutilation, jeux dangereux, conduite sexuelle à risque. Plus de 20% des femmes et 5% des hommes subiront des violences sexuelles au cours de leur vie, et en majorité avant justement leur majorité. 81% des violences surviennent avant 18 ans, et dans 90% des cas, les auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Les violences sexuelles touchent tous les âges, toutes les ethnies, tous les groupes socio-économiques, tous les contextes, tous les lieux. Dans 90% des cas, les violences sexuelles sont commises par des proches. À plus ou moins long terme, les violences sexuelles sont un facteur à risque majeur de développer des pathologies somatiques, du diabète, des troubles cardiovasculaires, troubles immunitaires, endocriniens, digestifs, cancer, fatigue chronique. Donc là, ceux qui veulent aller plus loin, il y a vraiment l'excellent livre de Muriel Salmona qui s'appelle Le livre noir des violences sexuelles. Il y a plusieurs éditions qui est vraiment très documenté avec des chiffres et des études qui sont faites régulièrement. Aujourd'hui, grâce aux études, on sait que les premières expériences de violence peuvent causer des dommages durables au niveau neurobiologique, endocrinien, immunitaire et peuvent même entraîner une altération génétique de l'ADN. Ça, effectivement, pour la petite histoire, je crois que ça a été vraiment démontré sur les survivants de la Shoah, la première fois à New York. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, plusieurs générations après, on trouvait effectivement ce trauma pouvait se lire dans l'ADN. La bonne nouvelle, c'est que la majeure partie de ces graves conséquences sont évitables si une protection est mise en place et si des soins spécifiques sont prodigués. Aujourd'hui, on sait un peu plus ce que c'est aussi un trauma, ce que c'est le trouble du stress post-traumatique, comment effectivement plus c'est pris tôt, plus on va pouvoir agir avec des outils très spécifiques qui comprennent ce que c'est un encodage traumatique. Et donc pour cela, il faut réussir à permettre aux victimes d'accéder à une offre de soins spécialisés. Voilà donc un peu pour les chiffres, et je crois que ce qui va être important aussi, enfin ce qui a été important toi, dans ton histoire, Stéphanie, ça a été vraiment de revenir sur le terreau. Je parle souvent du terreau et du terreau du terrain, mais voilà, des contextes familiaux qui entraînent tout ça. Effectivement, ça fait partie de ce que les prédateurs sexuels cherchent, c'est-à-dire des victimes, ou des personnes, en tout cas, dans un premier temps, avant qu'elles soient victimes, des personnes vulnérables. Et il s'avère que mon contexte familial était complètement propice en fait, à ce que je devienne la cible d'un prédateur sexuel. Tout ce que je vais vous dire là, j'ai mis des années à le comprendre. C'est pas sorti de mon chapeau un beau matin. Ça demande un travail de longue haleine. Il faut être persévérant. Et une fois qu'on a compris, on peut réanalyser sa vie autrement et revoir ce qu'on a cru voir d'une certaine façon, le revoir complètement différemment. Mon contexte familial, quand j'étais enfant, était pour moi tout à fait normal et ne posait pas de problème majeur. Voilà. Sauf que la réalité, c'est que dès le début de mon livre, j'explique à quel point les choses sont compliquées dans ma famille. Je vais vous la faire court parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a qu'1 heure et demie, mais je suis le seul enfant de mon père et de ma mère, qui étaient chacun mariés de leur côté préalablement. Mon père avait eu 4 filles d'un premier mariage, ma mère avait eu un petit garçon
d'un premier mariage également. Son petit garçon est décédé à l'âge de 3 ans de maladie génétique, donc ma mère avait déjà vécu le deuil d'un enfant. Quand moi je suis arrivée au monde, elle n'était pas inquiète pour ma santé, puisque le côté génétique et maladie venait du côté de son premier mari, dans la mesure où elle avait changé de mari entre deux, il n'y avait plus de questions sur ma santé. Je suis arrivée dans cette famille avec un contexte de divorce très très compliqué entre mon père et son ex-femme. Déjà ça fait qu'on était dans un climat de lutte permanente de pouvoir entre un homme et une femme, un pouvoir qui était souvent manifesté à travers l'argent, c'est-à-dire que c'était un conflit et un combat d'argent entre eux. Ça génère déjà pour moi une insécurité finalement. On ne s'en rend pas compte, mais on est tout le temps dans des discussions financières de qui va payer quoi, pour quel enfant, etc. Donc ça, c'est le contexte de base de mes parents. Ma mère a été victime de viol alors qu'elle avait entre ses 10 et ses 13 ans, de la part de son beau-père, donc le nouveau mari de sa mère. C'est quelque chose que j'ai toujours su, cependant, j'en mesurais pas évidemment l'importance au moment où ça m'a été expliqué. Le fils du violeur de ma mère, à lui-même, a touché une de mes sœurs et violé une autre de mes demi-sœurs. Personne n'a sa place, personne ne comprend qui a quel rôle dans cette famille. En fait, tout est permis et c'est ce qui génère en fait ce climat d'insécurité, sans le savoir, mais le fait que n'importe qui puisse finalement avoir une relation avec n'importe qui d'autre fait que tout est flou et que les places ne sont pas clairement définies. Et quand on est dans un climat familial où on ne sait pas qui a quelle place, finalement, quand on se retrouve face à un agresseur, on ne sait pas bien s'il a le droit, pas bien le droit, parce que de toute façon, dans le climat qu'on connaît nous, c'est des choses qui sont permises et établies, on le sait, et finalement, c'est comme ça. Et quand on est enfant et qu'on est en pleine construction, on prend ce qu'on nous donne dans la construction, et donc on prend ce climat comme quelque chose d'acquis et non comme quelque chose à remettre en cause, en tout cas pas quand on est si jeune. Mon père était quelqu'un qui buvait beaucoup, il avait l'alcool plutôt mondain, c'était pas quelqu'un qui était sourd tous les soirs quand il rentrait, mais il buvait très régulièrement, et ça génère aussi un climat de tension, parce qu'en fait, on ne sait jamais dans quel état on va le retrouver. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir bu un petit peu, avoir bu beaucoup ou avoir bu vraiment beaucoup trop. Et en fonction de ce qu'il a bu, il n'est pas dans le même état. Et donc l'enfant que j'étais devait s'adapter en fait, à l'état dans lequel se trouvait mon père, pour surtout pas faire de vagues, pas le bousculer, parce que je savais que si je disais un mot de travers, ça allait prendre des proportions. Je vous ai dit que le beau-père de ma mère l'avait violée et son fils a touché une de mes sœurs et violé une autre. Cet homme-là, quand il venait à la maison, il me disait bonjour, il me faisait la bise et à la 3e ou 4e bise, il me léchait la joue d'un grand coup de langue, par surprise. Je trouvais ça horrible, voilà. Mais cependant, tout le monde laissait faire autour de moi. Personne ne lui disait d'arrêter de faire ce qu'il était en train de faire. Donc, quand personne met la limite, c'est pas vous, enfant, qui êtes dans la position de pouvoir mettre la limite, d'accord ? Vous attendez que l'adulte mette le cadre, en l'occurrence, ça n'a pas été fait. On peut clairement parler de climat incestuel. Tout à fait, on peut clairement parler de climat incestuel, c'est-à-dire que la porte est ouverte. Parce qu'il y a de l'inceste, dans le climat incestuel, il y a l'inceste agi et non agi. Exactement. Là, il place du potentiel, en tout cas, dans ces actes. Je ne vous l'ai pas dit dès le départ, s'il y a des gens qui ne se sentent pas d'écouter tout ce qu'on est en train de raconter, on ne vous jugera pas du tout. Vous sortez, il y a aucun problème vis-à-vis de ça. On sait que ce n'est pas toujours des choses faciles à entendre. Néanmoins, nous, notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir justement dire, notre message principal, c'est de dire on peut s'en sortir, parce que si on m'avait dit il y a 10 ans que je pourrais être là aujourd'hui, je n'aurais jamais cru. Donc dites-vous bien que ce n'est pas sans émotion qu'on le fait. Et qu'on comprendrait très bien les vôtres d'émotions et qu'on comprendrait que ça ne soit pas possible pour vous d'aller jusqu'au bout parce qu'on sait qu'il y a une temporalité pour tout, qu'il y a des moments pour tout et parfois on peut entendre des choses et parfois pas, donc sentez-vous libre de sortir si jamais c'était votre souhait, il n'y a pas du tout de jugement de notre part évidemment.
Sylvie, est-ce que tu peux en quelques mots nous parler des conséquences de ces carences, de comment est-ce que ça rend vulnérable l'enfant? Qu'est-ce que... Ce que tu évoques dans ton livre, de toute façon, c'est effectivement déjà des moments de surprise, de sidération. Quand tu parles, je crois que c'est ton oncle qui te lèche la joue, et que personne ne réagit, on rentre dans un espèce de contexte qui fait que, oui, c'est la porte ouverte ensuite à tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... et les conséquences, c'est qu'effectivement, on va chercher à un moment donné, et aussi donc cette famille que tu évoques au départ, on voit bien que sur un plan affectif, etc., voilà, il y a des trous, il y a quelque chose qui n'est pas structuré, et donc oui, donc ça, bien évidemment, quand on en parlera plus loin, plus tard, c'est la porte ouverte à un grand besoin de réparation, de besoin d'être aimé, d'être écouté, d'être estimé. Voilà. Ce climat de solitude, en fait, il génère de l'insécurité, tout simplement, et il fait aussi que finalement, comme le contexte que je connais est celui-là, il fait que mon système d'alerte, il n'est pas allumé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, pour moi, c'est normal. Et qu'à un moment donné, je me dis, tiens, là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que tout ce que je connais depuis toujours, ça fonctionne comme ça. Donc, j'ai pas de raison de m'inquiéter d'être alertée, en fait, par une situation d'un adulte qui me lèche la joue. Dans mon contexte familial aujourd'hui, si quelqu'un de mon entourage venait à lécher la joue d'un de mes enfants, je peux vous dire que ça se passerait qu'une seule fois et que ça irait pas au bout de l'action, parce que forcément, ça soit mon mari ou moi, on aurait réagi à ça. Mais comme dans mon contexte familial, j'avais pas ça, tout paraît normal, donc il n'y a rien en fait qui permet à l'enfant de se dire tiens, il y a un truc qui n'est pas normal, et donc d'être en système d'alerte éclairé. C'est pas le cas en fait, on est de toute façon pas éclairé. Je rentre au collège, 6e, 5e, et puis en 4e, je rencontre, je suis désolée mais je tremble parce que j'ai froid. Mon gilet de froid, parce que c'est pas, je tremble pas de peur, mais je sais pas fermer la porte. Je rentre au collège et je fais la connaissance de mes profs, et j'ai un prof de français et de latin qui est mon prof principal quand j'arrive en 4e, parce que j'arrive en 4e parce que je choisis pas vraiment, je décide de faire allemand-latin, parce que ma mère me dit tu devrais faire allemand-latin, c'est des super classes, dans le sens que c'est des classes qui ont un niveau un peu supérieur à ceux qui ne font que espagnol, donc j'hésite, parce que moi je veux faire espagnol, mais elle me dit tu devrais faire allemand-latin, donc je me revois très bien devant ma feuille où je dois cocher, et je dis en fait je vais faire allemand-latin, donc je coche allemand-latin, donc je me retrouve de fait avec ce prof qui est le seul qui est compétent pour faire du latin. Donc j'assiste à ses cours, et c'est un prof qui a une réputation. Il arrive en classe, il a un trousseau de clés énorme comme ça, on est dans les années 90, les clés, les salles de classe, c'est pas des cartes, ça badge pas, c'est vraiment le gros trousseau de clés. Il jette ses clés sur la table, c'est quelqu'un qu'on impose, qui a de la prestance, qui a une réputation aussi, c'est-à-dire que ça fait des années, quand on est en 6e, 5e, on entend parler des profs qui sont dans les années suivantes, et je sais que c'est quelqu'un qui a la réputation d'être très dur, d'être très cassant, cynique, etc. Donc on se dit qu'on ne va pas broncher avec lui, on sait comment il va falloir se tenir. Donc je me tiens correctement, cependant il ne manque pas tout au long de l'année de me faire des remarques sur mes devoirs, et publiquement, enfin c'est pas qu'à moi, mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que déjà la hiérarchie là, elle est placée, c'est lui qui est supérieur, nous qui sommes inférieurs en tant qu'élèves. Donc le contexte est clairement établi. Cependant, une fois encore, je ne suis pas choquée, parce que c'est exactement ce que je connais chez moi. Chez moi, j'ai un père qui est autoritaire, il me regarde à peine que je pleure déjà, je suis habituée, je connais ce contexte-là. Donc une fois encore, ce n'est pas moi qui vais réagir, puisque je suis habituée à ce genre de mode de fonctionnement. Et puis au fur et à mesure de l'année, et notamment en fin d'année, les choses se détendent. Alors, je dois vous dire que ça fait quand même une quinzaine de jours que je réfléchis à ce que j'ai écrit en support, où je dis, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours cru, j'ai toujours dit, je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Je ne sais pas dire pourquoi, ça fait 30 ans que je réfléchis à pourquoi est-ce que j'aurais pu à un moment donné basculer et tomber amoureuse de lui, c'est une question que je me pose,
Et en fait, il y a quelques jours, à force de discuter, d'échanger avec des professionnels, etc., en fait, je me suis rendu compte que l'enchaînement des événements sur cette fin d'année que je vais raconter de façon brève, mais fin d'année de 4e, l'enchaînement des événements n'est vraiment pas très clair pour moi sur qu'est-ce qui s'est passé dans quel sens. Donc j'ai toujours pensé être tombée amoureuse de lui, sauf que je crois vraiment aujourd'hui qu'en fait, il a fait en sorte que je tombe amoureuse de lui. Voilà. Mais ça fait très peu de temps que j'arrive à me dire qu'effectivement, peut-être que c'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, et c'est vrai pour tous les prédateurs sexuels, il fonctionne de façon très progressive majoritairement. Il y a le viol de rue qui est pas du tout la majorité hein, dans les cas de figure majoritaires. Vous connaissez votre agresseur, il est autour de vous, il est dans votre entourage proche. Donc c'est progressif généralement, c'est pas quelqu'un qui va vous attraper et le viol va pas se produire une fois de façon violente. C'est vraiment gentiment, tout doucement, on vous flatte, on vous donne une position d'exclusivité, on vous isole, pas forcément physiquement, pas forcément de votre famille. En fait, on vous donne un rôle de privilégié, un rôle qui vous isole des autres camarades de classe. Et ça aussi, c'est un moyen, en fait, d'arriver à ses fins. Je fais cette conférence avec une psychologue, j'habite en Haute-Savoie. Elle dit régulièrement, en fait, il tisse sa toile. C'est ça. Voilà. En soufflant le chaud et le froid aussi, tout à l'heure tu parlais de ces clés. C'est ça. Il y a un climat qui s'instaure avec quelque chose de très menaçant et ensuite quelque chose à nouveau de plus doux, plus... Il sait faire, en fait, il sait que dès qu'il va me faire un compliment, il va combler une carence affective. Ça, il a compris aussi. Donc, dès qu'il me donne une position ou un rôle un peu différent d'autres élèves, en fait, il coche des cases chez moi. Donc, c'est en ça aussi où, finalement, moi, est-ce que j'ai une attirance ou est-ce que c'est juste de l'affectif parce que j'en ai pas à la maison. Faut savoir, donc, à cette fin d'année de 4e, je me retrouve à faire du babysitting chez lui parce que je lui ai écrit une lettre en disant « Je crois que je suis tombée amoureuse de vous ». Sa réaction, c'est zéro, rien, aucune réaction. J'attends un jour, 2 jours, pas de réaction. Moi, je m'attends à ce que le lendemain, ils me disent « Mais ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Pas du tout. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit « Viens chez moi faire du babysitting, ça t'intéresse? Viens, rentre dans mon intimité, prends ce rôle de privilégié. » Et moi, évidemment, j'ai envie de dire, évidemment, je tombe dans le panneau. C'est-à-dire que moi, forcément, comme j'ai pas ça à la maison et qu'on s'intéresse à moi et qu'on me donne un rôle que j'ai pas à la maison, forcément, je dis oui, bien sûr, je dis oui. Et à partir de ce moment-là, en fait, il m'a attrapé, il m'a harponné. Et à partir de ce moment-là, je ne peux plus en sortir, en fait. Dès ce moment-là, dès l'instant où je rentre dans sa sphère intime, c'est terminé. Et on en revient sur ce côté progressif, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas les choses. C'est naturel, il fait ça lui aussi avec un tel naturel que impossible pour moi de me poser des questions. Et de toute façon, le fait pour moi de le voir dans ce rôle de père aussi, comme je fais du babysitting, je le vois œuvrer avec ses enfants, finalement, ça comble aussi une case encore chez moi qui est le rôle du père. Chez moi, il n'y a pas de rôle de père. Mon père, c'est un grand enfant qui ne sait pas ce que c'est que d'assumer des responsabilités, c'est moi qui les assume plutôt à sa place. On en reparlera tout à l'heure. Donc, de fait, il coche des cases en fait. Il coche des cases et le piège, la toile d'araignée, enfin tout ce qu'on veut se referme en fait. C'est très, très insidieux. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas des grosses ficelles qui sont tirées, c'est petit à petit, je tisse ma toile et c'est de toute façon pas quelque chose qu'on comprend. En tout cas, au moment où ça se passe, on ne le comprend pas. Parce que c'est un prof qui vous demande de babysiter ses enfants, c'est waouh, quel rôle de privilégié je peux avoir, super. Quelqu'un s'intéresse à moi, quelqu'un me considère, me donne la responsabilité de ses enfants. Oh, incroyable. Oui. Il joue aussi de son rôle de notable, c'est-à-dire on parle souvent des enseignants, des médecins, etc. Ces gens-là ont une connaissance exactement, et que les enfants, les élèves n'ont pas. Donc ça aussi, ça lui donne une force, ça lui donne un pouvoir. En plus, c'est quelqu'un qui est très cultivé, c'est un couple qui sort beaucoup, donc ils ont 2 enfants à cette époque-là, des gens qui sortent beaucoup, sont très cultivés, donc moi ça m'a
m'impressionne. Ma mère, elle rêvait d'aller au théâtre, mon père ne l'a jamais emmené au théâtre, elle regardait le théâtre à la télévision, et ça s'est arrêté là. Donc il n'y avait pas chez moi tout ça. Chez ce prof, chez ce couple, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas l'accès, voilà, c'était télé, c'était nul, il fallait aller au cinéma, il fallait aller au théâtre. Chez moi, c'était, fallait regarder les informations sur la une, et si je bronchais, si on commençait à rire, c'était, voilà, on me regardait des yeux, on me fusillait du regard, et il fallait que je me taise. Voilà. Donc le climat d'un côté et le climat de l'autre côté, forcément, moi j'étais très attirée par ce climat qui me semblait, je me souviens de leur petite fille. Elle avait 6-7 ans quand j'ai commencé à la garder. Elle disait merde. Oh, et moi je disais, mais tu peux pas dire ça. Mais si, mes parents ils m'ont dit, c'est dans le dictionnaire, tu as le droit de dire ça. Voilà. Chez moi, il n'y avait pas ça. Chez moi, jamais j'aurais dit merde, hein, ça aurait été la catastrophe. Donc tout ça, c'était attirant aussi pour la jeune fille que j'étais. Voilà. Il y a tout ce côté progressif, je vous l'ai dit, et puis il y a cet étau qui se resserre. Et lui, il a bien compris. Donc, un jour, on se retrouve, je vous passe les détails parce que c'est vraiment complexe, mais c'est des gens qui achètent une maison qui est en travaux, ils demandent à leurs élèves de venir réparer, faire des travaux dans la maison, etc. Et donc, je me retrouve dans cette maison avec une dizaine ou une douzaine d'autres enfants pendant l'été à faire des travaux. Et puis un jour, dans le grenier, il m'embrasse. On se retrouve seul dans le grenier et il décide de m'embrasser. C'est la sidération, c'est là qu'elle commence. Je suis complètement incapable de parler, incapable de réagir, de dire quoi que ce soit. Je ne m'attends pas à ça. Même si secrètement, je crois que je l'espère, l'adolescente que je suis espère ça d'une certaine façon, parce que c'est une place, parce que c'est des sentiments, de l'amour que je crois qu'on me donne et dont j'ai besoin en fait, parce que je ne l'ai pas, ça vient combler les carences affectives de ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune et que j'ai toujours pas à l'époque où j'ai 14 ans. Et puis quelques semaines après, ou quelques petits jours après, on se retrouve de nouveau dans cette maison, on est assis dehors dans le jardin, on discute, et là arrive la question de est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? Voilà. Et ben, je suis toujours dans le même état, c'est-à-dire que je suis toujours sidérée. Qu'est-ce que ça veut dire, sidérée? C'est dit, tu veux peut-être voilà. La sidération, c'est à un moment donné, c'est le prix par surprise. Exactement. D'une réaction, effectivement. Alors tu le dis, alors c'est ambivalent parce que d'un côté, la partie adolescente, etc., qui a écrit cette lettre, espérait ça, à quelque part, enfin en tout cas, une relation, et en même temps, lui, il a quel âge à ce moment-là? 34 ans, oui. Il a 34 ans, il est marié, il a 2 enfants. Ça. Et toi, tu as 14 ans. 14 ans. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la sidération se produit, c'est comme un disjoncteur électrique. C'est ça. C'est-à-dire que votre tête et votre corps se dissocient, voilà, c'est-à-dire qu'ils se séparent, parce que la douleur, et on en viendra juste après, donc à la question qu'il m'a posée, j'ai répondu je ne sais pas. Il m'a prise par la main, il m'a emmenée et a eu lieu notre première relation sexuelle. Et là, effectivement, la sidération et la dissociation, c'est-à-dire que pour le corps, la douleur est tellement importante, c'est tellement violent que la tête décide de couper le corps. C'est-à-dire qu'on dissocie les deux, ça porte bien son nom. Et on est vraiment sur un mécanisme d'ailleurs complètement chimique. Exactement, tout à fait. On est sur le taux d'hormones de cortisol, je crois, et je ne sais plus combien, mais effectivement, on est sur quelque chose de très fort que tu ne peux pas... qui n'est non maîtrisable. En fait, c'est une réaction chimique, physiologique, qui fait que le corps, pour nous protéger, en fait, c'est uniquement dans le but de nous protéger, décide de disjoncter pour pas qu'on souffre. Parce que sinon, l'aboutissement de ça serait la mort, en fait, ni plus ni moins, ça serait la mort des organes et donc la mort de l'être humain. Donc pour éviter ça, pour nous protéger, le cerveau nous dissocie, donc nous coupe en deux. Et en fait, tant qu'on n'a pas réassocié la tête et le corps, eh ben, on reste dissocié. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait un chemin pour reconnecter les deux, eh ben, on reste dissocié. Et je suis restée dissociée pendant 30 ans. C'est la raison pour laquelle aussi on parle parfois d'amnésie traumatique et qui peuvent durer effectivement des années. Pendant des années. Voilà. Et aussi parce que
ça demande un chemin. On ne peut pas se reconnecter, on ne décide pas de se reconnecter du jour au lendemain. Il faut comprendre ce qui nous est arrivé, il faut mettre du sens et il faut mettre, il faut y mettre du corps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être reconstruit. Voilà. Ça s'est démonté et il faut le remonter. C'est pas, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. C'est pas j'ai cassé ma cafetière, je répare et ça repart. Non, pas du tout. Ça demande un travail en fait, un travail en profondeur. Un travail en profondeur, et ce qui est important, c'est effectivement cette reconnexion corps-esprit. C'est-à-dire qu'on peut pas décider tout simplement de se reconstruire en comprenant psychologiquement ce qui s'est passé. Il faut passer par le corps, resécuriser également le corps. Et puis, c'est ce qui explique que les personnes qui sont dissociées, en fait, elles vont être de nouveau, je crois qu'elles ont 40 ou 50% plus de chance, de malchance, d'être de nouveau la proie d'un autre prédateur ou du même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dissocié, on est une proie facile, parce que finalement, notre corps et notre tête, notre corps se fout notre tête se fout de ce qui se passe sur notre corps. Donc, à un moment donné, n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec votre corps, c'est pas très grave. Et on n'a pas ces statistiques, mais on a des situations de prostitution viennent aussi majoritairement des situations d'abus sexuels. Parce que finalement, la femme laisse les hommes, pour généraliser, hein, pour parler que de prostitution de femmes, faire ce qu'il veut du corps de la femme. Voilà. Et la femme laisse faire parce que ça a plus de sens en fait pour elle. Ça a plus d'importance ce qui se passe sur son corps puisque sa tête en fait fi en fait. Voilà. Il y a aussi un autre phénomène qui est intéressant à comprendre, c'est quand les victimes parlent de ce qu'elles ont vécu, en fait, on est capable de mettre des images très très claires. Donc moi, il y a des phénomènes dont je me souviens très très bien. Je sais où j'étais la première fois, je sais ce que je voyais, je me souviens de la couleur, de telle chose, de pas de telle chose, et des choses que j'ai totalement oubliées. C'est-à-dire que je suis incapable de vous dire s'il m'a déshabillée, si je me suis déshabillée, qui l'a rhabillée, est-ce qu'il m'a demandé de le rhabiller, est-ce que je l'ai rhabillé, est-ce qu'il m'a rhabillé, tout ça, toute cette périphérie-là, je ne l'ai plus du tout en mémoire. Et ça aussi, c'est des choses que, j'ai envie de dire, le grand public, ou même parfois les enquêteurs, ont beaucoup de mal à comprendre. Tu as 2 mots à nous dire là-dessus, Sylvie, sur... cette amnésie traumatique, moi je repense aussi quand tu parles de ça, je ne sais pas si vous connaissez aussi un peu l'histoire de Flavie Flament, qui a écrit son livre, qui était une des premières, avant un peu MeToo même, à témoigner, et qui parle bien de ce moment. Elle a été en amnésie traumatique totale pendant plusieurs décennies. Et c'est en travaillant un jour avec son psy qu'elle a commencé à entamer un travail qui est une photo, je crois, d'elle, enfant, qui est revenue, et qu'à partir de cette photo-là, en fait, elle a pu commencer à reconstituer, effectivement, d'autres images sont apparues. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, tout simplement, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, quand c'est trop fort, quand c'est trop compliqué, le cerveau, il va mettre ça dans une boîte noire. Une autre mémoire qu'une mémoire, une boîte noire, effectivement, qui peut rester fermée pendant des années. Et ça va être à l'occasion, souvent, c'est bien fermé le tour, bien verrouillé, ça peut être à l'occasion de n'importe quoi, en fait. Quelqu'un qui, par exemple, a subi aussi un braquage, par exemple, dans une banque, et le braqueur est venu avec une cagoule bleue ou rouge, c'était le cas au Bataclan aussi. 2 ans après, en croisant quelqu'un dans la rue qui va avoir une cagoule bleue ou rouge, il y a quelque chose dans le cerveau qui va s'allumer et qui va faire qu'à quelque part, on va commencer à reconnecter. C'est assez compliqué de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, mais quand on commence à comprendre ça, on commence à mieux comprendre les victimes aussi. On commence à mieux comprendre pourquoi on met parfois 10, 20, 30 ans, toutes les affaires également, d'autres affaires, Bétarame, etc. On comprend bien aussi. Parce qu'effectivement, l'information, elle ne rentre pas dans la mémoire telle que vous l'avez, vos souvenirs de votre vie, etc. Elle met ça dans une autre case. Pour nous protéger, une fois encore, c'est toujours le
le même but du cerveau, c'est de nous protéger. Sauf qu'à un moment donné, ça devient trop fort aussi, et qui est de l'amnésie vraiment pure et dure, on va dire, des gens qui ne se souviennent vraiment pas. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai toujours su ce qui m'était arrivé. Je n'ai jamais occulté dans le sens mémoire. J'ai pas voulu m'en occuper, mais par contre, je savais très bien ce qui m'était arrivé. Mais c'est vrai que cette question d'amnésie traumatique, c'est un vrai sujet, et c'est une autre étape, une autre explication aussi du fait que les victimes mettent un temps fou à parler, parce que c'est rangé dans une case qui n'est pas accessible en fait, pour le bien de la personne, tant qu'elle n'est pas non plus prête à y aller, et la vie ne lui amène pas non plus des choses pour pas retraumatiser, pour pas recommencer à souffrir. Et parfois ça prend une vie, et parfois ça prend des générations aussi, c'est-à-dire que il y a des femmes, une fois encore, je mets femmes sous nos victimes, mais qui n'en sortiront jamais de ce silence, pas volontairement, c'est pas un choix qu'elles font en fait, c'est que la vie ne leur permet pas d'accéder à cette information pour pas qu'elles meurent tout simplement. Par contre, ce qui est assez clairement établi maintenant, c'est que tant que c'est pas traité, et tant que c'est pas sorti du silence, ça se transmet. Voilà. Et ça aussi, c'est maintenant très clairement prouvé scientifiquement que un trauma qui n'est pas géré, qui n'est pas réglé, est transmis aux générations d'après pour qu'elles s'en occupent. Voilà. Donc ça, c'est aussi un choix que j'ai fait, parce que j'ai pu comprendre, c'est un choix que j'ai pu faire, de parler d'abord à mon mari et puis à mes enfants aussi, pour éviter que mes enfants subissent éventuellement d'autres... Je crois que c'est souvent, effectivement, cette compréhension du transgénérationnel aujourd'hui, en tout cas depuis MeToo, est souvent aussi quelque chose qui permet à un moment donné de faire ce pas et de se dire d'aller encore plus loin. Je ne le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour le collectif, mais aussi pour ma famille et pour... Alors, une fois qu'il y a eu cette première relation sexuelle, il y en a eu d'autres. Ça a duré quasiment une année, donc j'étais en fin de 4e, ça a duré jusqu'à la fin de mon année de 3e. Et puis un jour, je ne sais pour quelle raison, il décide d'en parler à sa femme. Donc je suis en babysitting chez eux. Elle rentre, alors que c'est pas prévu qu'elle rentre à cette heure-là, en tout cas d'après lui. Et puis il la prend par la main, il l'emmène dans la bibliothèque qui s'est au-dessus, et puis il lui explique, je ne sais pas quoi, en tout cas il lui explique une partie de cette histoire, ou tout ou partie, j'en sais rien, de cette histoire. Il s'avère que du jour au lendemain, du coup, donc il me ramène chez moi ce soir-là, sans qu'il n'y ait plus du tout de relation entre lui et moi. Ce qui est aussi très violent pour moi, parce que ça fait une année qu'à chaque fois qu'il me ramène, on se dit au revoir, on s'embrasse, ou plus, et que là, boum, il a parlé avec elle, je comprends qu'il a parlé avec elle, mais cependant, je sais pas ce qu'il a décidé, je sais pas. Moi, je rêve du prince charmant, faut bien remettre les choses dans leur contexte, j'ai 14 ans, moi j'imagine qu'il va divorcer, qu'on va se marier. Mais se marier, pas dans le sens d'avoir des relations sexuelles, on va se marier comme une gamine a envie de la belle robe blanche, et voilà, les choses s'arrêtent là. Sauf que c'est pas ce qui se produit, c'est qu'il met fin à cette relation sans me le dire. En fait, c'est de fait, ce soir-là, on ne s'embrasse pas, enfin, je vais vers lui, il me repousse, et les choses s'arrêtent là. Ça aussi, c'est d'une violence inouïe. Il faut comprendre que ma mère n'a pas eu la chance de sortir de ce silence. En tout cas, elle n'a pas été crue au moment où elle a essayé d'en parler à sa mère, ce qui fait qu'elle n'a pas été réparée, ma mère, tout simplement. Et quand elle a cru comprendre, parce que je vous passe les détails, elle a lu un bout du journal intime qui disait qu'on s'était embrassés, mon prof et moi, donc elle a imaginé la suite, elle a essayé de me faire dire la suite d'une façon très violente, c'est-à-dire qu'elle m'a posé la question, t'as couché avec lui, hein, t'as couché avec lui, voilà. Non, vraiment, j'ai pas couché avec lui. Cette scène dans le livre, cette scène est très violente. Très violente. Ouais. En fait, cette scène montre justement toute la violence que ma mère a en elle et qu'elle n'a jamais pu exprimer sur ce qui lui est arrivé, qu'elle m'a malheureusement transmis d'une certaine façon, et dont personne n'a rien fait. Et donc, cette scène, elle est en réaction à toute cette colère qu'elle a. Et donc, elle me tape la tête comme ça. Elle me dit « Ah, t'as couché avec lui, t'as couché avec lui. » Ma mère est quelqu'un de tout sauf violent. Mais vraiment, c'est une crème de crème. Elle est hyper gentille, hyper calme, hyper posée. Elle n'a jamais même tué une mouche.
Donc là, on sent, aujourd'hui évidemment avec le recul, on sent toute cette colère qu'elle a en elle et qu'elle me donne. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait d'autre en faisant ça? Elle plante la culpabilité. Exactement, en fait, elle plante la culpabilité, c'est-à-dire que moi qui déjà me disais je suis tombée amoureuse de lui, je lui ai écrit une lettre et du coup, voilà ce qui m'arrive. Elle, qu'est-ce qu'elle fait quand elle me tape et qu'elle me dit t'as couché avec lui? Elle m'accuse en fait de moi avoir pris la décision de coucher avec mon prof. Donc elle me rend responsable et elle me culpabilise. Ça, c'est pour moi le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça. Pas du tout. Alors que là, effectivement, en fait, tu es victime de viol. En fait. Voilà, ça c'est quand même un mot qu'il faut poser à un moment donné. Moi, j'avais un psy qui me disait aussi à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, effectivement, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais non, là, effectivement, ta mère, en fait, a quelque part plante. Oui. Que n'est pas en mesure. C'est vraiment important d'avoir cette notion que ma psy m'avait dit ça un jour. Elle m'avait dit, mais vous pourriez être nu devant lui à vous trémousser, que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui a 34 ans, c'est lui qui est adulte, et vous avez 14 ans. Donc même si vous l'aviez aguiché, ce qui n'a pas été le cas, mais même si vous aviez fait des gestes pour aller avoir ce résultat-là, c'est quand même à lui de mettre la limite. Voilà, c'est lui l'adulte, c'est lui qui est majeur, qui est responsable. Et en plus prof, il a 50 gamins tous les jours devant, qu'est-ce que je dis, peut-être 100 gamins 4 classes devant lui toute la journée. C'est à lui de savoir poser cette limite. Voilà. Donc peu importe ce que vous auriez pu faire pour générer ça, bon, pour moi ça a été quand même déculpabilisant d'entendre ça, parce que j'ai quand même très très longtemps porté la culpabilité de dire j'ai écrit une lettre, j'ai ressenti ça et donc voilà la conséquence. Donc là, clairement, elle m'explique que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peu importe ce que vous auriez pu faire, le résultat, c'est que c'était à lui de mettre la limite et pas autre chose. Voilà. C'est vraiment de son ressort. Ouais. Inversé. Exactement. Ouais. Souvent, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'un viol? Tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. En ce qui me concerne, c'était la surprise. À aucun moment. C'est important de dire c'est menace ou surprise, oui. Parce qu'on est bien souvent plutôt à se dire effectivement il y a de la violence ou de la contrainte, pas toujours. Pas toujours, voilà, pas toujours. La surprise est aussi un élément majeur qui peut générer, parce que justement, la surprise sidère. Voilà, la surprise sidère. Il est évident que si je commence à coller des claques à Sylvie, là, tout le monde, vous allez vous lever, vous allez faire quelque chose. La violence, c'est pas toujours de la violence physique comme ça, visible. Et là, ce qu'il fait, c'est une forme de violence qu'il plante par surprise, effectivement. De mes 14 à mes 15 ans, donc vous avez compris, l'année d'après, ma mère décède d'un cancer. Moi, j'ai envie de dire, l'histoire a été écrite d'avance. Pour moi, quand on ne traite pas, voilà, le corps il parle, le corps il dit qu'il n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire que tous les cancers viennent, je ne vais pas résumer dans l'autre sens non plus, mais en tout cas, je reste persuadée que c'est quand même ce qui la conduite là où elle est aujourd'hui. Mon prof vient à l'enterrement de ma mère. Moi, je suis en seconde à ce moment-là, et on est toujours en contact en fait. On s'écrit les anniversaires, les bonnes années, on s'envoie des petits mails de temps en temps, c'est le début des mails, voilà. Et puis on s'appelle une fois dans l'année, etc. Je vous passe les détails, mais je me marie très jeune parce que j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un homme, d'une présence. Il s'avère que c'est quelqu'un qui finalement sera très absent de par son métier, donc je suis très 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 seule. C'est vraiment un sentiment que j'ai vécu pendant des années et des années qui m'a valu beaucoup de pleurs et de tristesse très profonde. Et je rencontre Damien et je décide de divorcer parce que je sens que la notion d'amour que j'avais n'était pas celle que je voulais versus celle que je comprends que Damien peut m'apporter. Donc je divorce et à ce moment-là, en fait, on se rapproche, pour des raisons géographiques, etc., on se rapproche du couple donc de profs dont j'ai été victime. Et une relation d'amitié va se créer, c'est-à-dire que va se créer de façon un peu plus marquée, c'est-à-dire que on devient deux couples d'amis. Voilà. On se reçoit,
ils viennent à la naissance des enfants, on va à leurs anniversaires, on va au mariage de leurs enfants que j'ai gardés quand ils étaient petits, donc tout ça, ça a du sens. Et je trouve toujours une bonne raison d'expliquer, parce que quand même, dans leur famille ou dans leur cercle d'amis, ça questionne toujours de « Ah ouais, t'es une ancienne babysitter, mais c'est un peu qu'est-ce que tu fais là, quoi ?» Et alors, à chaque fois, moi, c'est moi qui trouve le prétexte, je me dis ils m'ont beaucoup soutenu quand j'ai perdu ma mère, ce qui est complètement faux. Mais en fait, je leur trouve les explications pour qu'ils ne soient pas en porte-à-faux, en fait. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, qui était quand même important, c'est que à la fin du collège, quand j'ai raconté cette histoire où il va lui expliquer, où donc l'histoire se termine entre lui et moi, et elle me prend dans une petite salle quelques semaines après ça, et elle m'explique qu'elle ne m'en veut pas. Elle ne m'en veut pas. J'ai 14 ans, elle en a elle aussi 34. Elle ne m'en veut pas. Enfin, je viens d'avoir 15 ans. Elle m'explique qu'elle ne se sentait pas de vivre seule et d'élever seule 2 enfants, et que donc elle ne quittera pas son mari, qu'ils ne vont pas divorcer, et que tout va continuer comme ça, et tout va très bien se passer. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, elle aussi, elle plante là un espèce de truc, t'as été la maîtresse de mon mari, mais c'est pas très grave, je lui ai pardonné, maintenant tout est rentré dans l'ordre. Voilà, c'est ce qui explique que finalement, on peut être des amis parce que les choses sont dites, elle ne m'en veut pas. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous ferait une petite truc, finalement vous discutez, ça arrive à tout le monde, je t'en veux pas. Voilà. On minimise, elle minimise. C'est un adultère. Complètement, voilà. Elle transforme ça en adultère. Sauf que j'ai 14 ans. Donc la question, c'est pas du tout la question d'adultère. C'est la question d'une femme qui a pleinement conscience que son mari a commis l'irréparable, parce qu'en plus, elle me dit clairement, il n'avait pas conscience qu'il pouvait perdre sa famille, son boulot, son couple. Donc elle sait très bien, en fait, ce qu'il a fait. Elle sait que c'est répréhensible par la loi, mais elle préfère son petit confort, parce qu'elle ne se sent pas d'élever 2 enfants toute seule, donc elle a dû bien y réfléchir. Donc elle préfère que ce soit moi qui soit en souffrance plutôt qu'elle. Voilà, donc elle fait son choix. Donc voilà. C'est ce qui explique que finalement, on rentre après dans une relation, c'est ce qui explique, c'est ce qui génère, on rentre dans une relation d'amitié où finalement, on est 3 personnes à savoir ce qui s'est passé, donc lui, sa femme et moi, et Damien, il arrive là, et Damien, il prend la situation comme, c'est un couple de profs, t'as été leur babysitter, c'est super, c'est des gens super, parce que c'est des gens super. Parce que c'est des gens cultivés, c'est des gens bien sous tout rapport, qui ne laissent rien paraître, c'est-à-dire que c'est parfait. Voilà. Tout ce qu'on voit, c'est du parfait. Et ça aussi, ça interroge. Aujourd'hui, ça m'interroge. Quand je vois un couple ou une situation trop parfaite, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas possible. Pour la perfection, en fait, finalement, m'inquiète aujourd'hui plus qu'elle ne me rassure. Je me dis, mais qu'est-ce qui se niche derrière ça? En 2010, lui vend l'appartement de son père à la montagne. Il s'avère que nous, on a déménagé à la montagne, donc on va le savoir, et que on rachète l'appartement de son père. À ce moment-là, je sais qu'il ne faut pas faire ça. Je sais que c'est une très mauvaise idée, parce que je sais que ça va continuer, en fait. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir ce truc en commun, que ce soit du truc matériel ou son appartement ou autre chose, c'est-à-dire qu'on a encore un lien à travers du matériel pour cette fois-là. Et je sais que c'est pas bien, mais ma tête, elle n'arrive pas encore à dire stop, ça suffit. Donc je me dis, je vais laisser Damien décider. Si Damien il a envie d'acheter, on achètera. Comme ça, moi, du coup, je ne suis pas trop responsable sur ce coup-là. Parce que j'essaye de ne pas être responsable de la suite de l'histoire, mais en fait, j'y arrive pas encore vraiment. J'arrive pas à dire non. Donc il s'avère qu'on achète cet appartement. Quand il vient vider l'appartement avec son père, rebelote. Par surprise, il me réembrasse. Et là, moi, c'est le chaos total. C'est-à-dire qu'il me remet dans la situation de l'adolescente de 14 ans et ça recommence. Comme j'ai pas évolué, j'ai personne qui m'a aiguillé, j'ai vaguement vu un thérapeute ou deux, mais ça n'a pas abouti. Donc je suis toujours dans cette dissociation. Donc en fait, il recommence et ça recommence. Parce que tant que, vous l'avez compris, tant que le travail de reconnexion n'est pas fait, malheureusement, ça ne peut que recommencer. Donc ça recommence. Et ça dure 9 années. Alors, il y a juste, entre guillemets, ce fait de baiser en 2010. Et après, à chaque fois qu'on se revoit, c'est des gestes, des mains baladeuses, des regards, je t'enlèverais bien ta fermeture, il enlève ma fermeture avec l'air de ma robe, à l'anniversaire de sa femme, et il me dit, je l'enlèverais bien jusqu'en bas, celle-là. Voilà.
c'est encore très insidieux. C'est pas grossier, c'est pas devant tout le monde, même si c'est devant tout le monde, mais c'est pas devant tout le monde. C'est-à-dire que c'est devant tout le monde, mais finalement personne ne voit rien. Moi je me dis, mais comment ça, personne voit là, qu'est-ce qui... Et en fait, mais non, parce que c'est tellement habituel, il est comme ça, il est chaleureux, donc tout le monde s'habitue à ça, tout le monde le connaît comme ça. Donc tout le monde excuse ou connaît ce comportement-là, donc est habitué à ce comportement-là, donc ne le remet pas en cause non plus. Et toi, tu réagis pas à ce moment-là, parce qu'on parle souvent de partie de soi, et là, en fait, il s'adresse à la partie de toi, de toute façon, enfant, qui n'est pas... Mais alors là, les choses se compliquent quand même, parce qu'en fait, moi, j'ai ma part adulte, c'est-à-dire que moi, j'aime Damien. J'ai construit ma vie avec lui, on a des enfants, on a 3 enfants, je suis très bien dans cette vie-là. Cette vie-là ne me pose pas de problème. Mais par contre, il y a une autre partie de ma tête, qui est la partie enfant, où tout ce qui m'est arrivé n'est pas du tout résolu et en souffrance cruelle. Et l'un et l'autre n'arrivent plus du tout à cohabiter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression de devenir folle, complètement folle. Je me dis, mais ça va pas dans ta tête, ma pauvre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je suis complètement partagée entre les sentiments amoureux que j'ai pour Damien et où là je comprends rien. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il recommence? Il est bien avec sa femme, qu'est-ce qu'il vient me chercher là? Pourquoi il recommence? Il cherche quoi? Il veut quoi? Est-ce qu'il regrette la décision qu'il a prise il y a 20 ans de ne pas se séparer de sa femme? Oui, la part enfant de moi, je crois que la petite fille qui rêve de prince charmant et de robe de mariée, elle espère peut-être ça, quelque part. Et puis l'adulte, elle dit, mais ça va pas ta tête. Voilà. Donc, et là, ça devient, c'est la boîte en fait qui s'ouvre, c'est la mémoire dont on parlait tout à l'heure, qui là, la boîte commence à s'ouvrir et à me dire, qu'est-ce que tu fais, quoi? Par où tu pars? Est-ce que tu réfléchis un peu à tout ça? Est-ce que tu as envie d'aller voir tout ça ou pas? Et j'ai fait des séances de thérapie, des nombreuses séances de thérapie, où je sais que je dois parler de ça. Je le sais au fond de moi. Je sais que c'est présent, j'arrive pas à y aller. Parce que je sais que ça va être douloureux. Je sais que ça va être douloureux, que ça va être long, que ça va être compliqué, parce que il faut que je raconte tout ça, et qu'est-ce que ça va faire si je raconte tout ça? Et donc on sait qu'on se met dans une situation de revivre une certaine partie du traumatisme qu'on n'a pas envie de revivre. Cependant, et j'en parlais encore cet après-midi, il me semble que pour avancer, il faut traverser, en fait. On peut pas dire je mets ça de côté, puis je passe à côté, et puis on verra bien comment ça va faire, parce qu'en fait, ça nous revient en boomerang. Et là le fait qu'il me réembrasse et que je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, ça prouve bien que je m'en suis pas sortie, puisqu'il recommence et ça recommence. J'arrive pas encore à mettre le stop. Donc on se rend bien compte que tant que je vais continuer de ne rien faire, ça va continuer. J'imagine dans le couple, à ce moment-là, c'est pas facile non plus. C'est très compliqué parce que Damien, il comprend pas, parce que Damien, il sait pas ce qui m'est arrivé. Damien, il sait que j'ai perdu ma mère, donc il se dit, ouais, c'est pas facile pour une adolescente qu'elle était, d'avoir perdu sa mère, mais je mets pas les mots parce que je sais pas comment il va réagir, parce que je sais même pas quoi dire, parce que je sais qu'il les aime beaucoup. Ça aussi, c'est quelque chose... tout comme j'avais eu du mal à quitter mon premier mari, parce que ma mère avait un peu validé, elle l'avait connu, donc elle m'avait dit, il est gentil. Donc je m'étais dit, c'est bon, ma mère a validé. Et en fait, Damien, il avait aussi validé ma relation avec eux. Il validait que c'était des gens bien. Donc c'est aussi compliqué de lutter contre une validation que j'ai de fait, parce que c'est des gens qui l'aiment beaucoup, parce que c'est des gens bien quand comme lui, ils lui apparaissent comme des gens bien. C'est ça, et puis tu avais pris l'habitude, toi, de délire et puis d'écouter ce qu'on te disait. Bien sûr. Oui. Et donc, comme je trouve que ce sont des gens bien, effectivement, c'est des gens bien. Et en fait, à un moment donné, quand ça devient trop, c'est trop. Et quand la douleur à l'intérieur, elle est plus forte que tout le reste, il faut faire quelque chose. Donc il y a 2 solutions. C'est passer au travers ou c'est mourir. Pour moi, c'était les 2 options que j'avais. J'ai choisi la première option qui a été de passer au travers, mais ça n'a pas été sans difficulté aucune. J'ai souvent pensé à la mort, parce que c'était... Mais j'avais 3 enfants, entre deux j'ai eu 3 enfants.
Et donc là, c'était juste plus possible, en fait. Je pouvais pas leur faire ça. Je savais très bien ce que c'était d'avoir pas de mère à l'âge de 16 ans. C'était évidemment pas ce que je voulais pour mes enfants. Donc j'ai fait ce choix de passer à travers, de traverser cette épreuve. Et qu'est-ce qui m'a permis ça? C'est qu'à un moment donné, j'ai compris ce dont j'avais été victime. C'est-à-dire qu'un jour, après une longue séance, ma thérapeute m'a dit vous avez été victime d'abus. C'est ce mot, donc c'est le titre de mon livre, parce que c'est ce mot-là qui a résonné. Ne me demandez pas pourquoi, probablement qu'elle m'en avait déjà parlé peut-être des dizaines de fois avant, j'en sais rien, ou pas. Mais en quelle année là? On est en 2019, donc il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vraiment ce mot qui a fait que j'ai compris. Et que j'ai refait le film de ma vie, non pas en étant responsable de ce qui m'était arrivé, mais en le mettant lui dans la position de responsable. Et là, autant vous dire que c'est un grand vide intérieur aussi. Un très grand vide intérieur, parce qu'en fait, on se dit, mais pourquoi j'ai mis tout ce temps à comprendre ça? Comment c'est possible que je n'ai pas compris avant? Les gens qui me voient aujourd'hui, qui me connaissaient il y a quelques années sans cette histoire, me voient comme quelqu'un de forte, de posée, qui dit les choses, etc. Pas comme quelqu'un de vulnérable du tout. Et donc là, j'étais dans une position, en fait, de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses à leur place. Et ça m'a bouleversée complètement. C'est-à-dire que ça a tout chamboulé. Voilà, ça a tout chamboulé. Les responsabilités ont repris leur place. Ouais. Voilà, ont pris leur place même. Voilà. C'est-à-dire qu'il est devenu, à mes yeux, l'homme responsable de ce qui m'était arrivé. Et donc à partir de là, j'ai pu quand même construire, réfléchir et me dire que tout ça avait assez duré. Je me souviens aussi très bien du jour où ma thérapeute m'a dit vous savez, à un moment donné, il va falloir que vous ne soyez plus du tout en relation avec eux. Parce que vous avez compris, pendant toutes ces années, je suis toujours en relation avec eux. Et là, je lui ai dit, ma première réponse a été ça va pas être possible. Voilà. Non, ça va pas être possible parce que l'emprise est là. C'est comme dans le syndrome de Stockholm. Exactement. L'emprise est là et on ne peut pas s'en défaire comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils savent très bien faire des petits messages, des petits gestes, des petits mots qui font que, hop, il suffit d'une fois par an pour l'emprise, et hop, ils replantent, ils réharponnent. Et hop, c'est reparti pour un tour. Donc ça demande une force intérieure qu'on peut plus avoir évidemment quand on a compris, mais qui néanmoins nécessite d'être accompagné. Pour moi, c'est vraiment l'accompagnement d'un pro, d'une pro, de plusieurs pros, d'un groupe de pros, ou au moins d'un ami qui va pouvoir être dans l'écoute, qui va pouvoir être pas dans le conseil. Quand on s'ouvre à quelqu'un sur ce genre de phénomène, on n'a pas besoin de conseil. Ça, c'est aussi des choses que j'essaie d'expliquer parce que les gens qui entourent les victimes disent mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à dire je suis là, je t'entends, je t'écoute et je te soutiens dans tes démarches et tu vas avancer au rythme qui sera le tien sans jugement de ma part. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. Les gens qui sont à côté de nous ont l'impression qu'on leur confie la mission de nous sauver. C'est pas ça le sujet. Mais tout à fait, je te rejoins complètement. Mais ensuite, c'est vrai que trouver un thérapeute, j'en parlais avec tout à l'heure aussi, trouver un thérapeute qui soit formé au trauma, qui comprenne ces inversions, idées, etc. C'est quand même très important pour à un moment donné remettre les pendules à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, et faire en sorte que chacun reprenne sa place, son rôle dans l'histoire. Tout à fait. Donc je prends mon courage à deux mains et je me dis, mais il faut que je le dise à Damien. Parce qu'une fois que j'aurai dit à Damien, alors là, tout sera fini en fait, parce que on va couper les ponts et puis tout sera fini. Donc je prends mon courage à deux mains, c'est un soir d'août 2019, et j'explique à Damien d'abord la théorie, c'est-à-dire que je lui explique ce qui m'est arrivé sans lui dire de qui il s'agit. Voilà. Et une fois, donc je lui demande s'il a bien compris ce qui m'était arrivé, il me dit que oui. Et je lui dis, voilà, maintenant, ça va être plus compliqué parce que ça va être émotionnel et il faut que je te dise de qui il s'agit. Donc, je lui explique de qui il s'agit. Si vous voulez, Damien, il est OK pour discuter un peu après avec vous, répondre à vos questions. Et Maxime aussi,
parce que c'est très personnel, hein, la façon dont je ne vais pas moi raconter ce que lui a pu vivre, mais ça reste un moment fort de notre couple et à la fois le début aussi de quelque chose de très compliqué, parce que Damien il comprend rien à tout ça d'une certaine façon, ça lui tombe comme ça, il n'a rien demandé, il sait rien de tout ça, il se sent trahi par ce couple. Encore, je ne veux pas parler pour lui, mais ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé plusieurs fois, forcément qu'il se sent trahi, parce qu'on était 3 à savoir autour de la table et lui ne savait pas. Il y a quelque chose que je lui dis assez vite aussi, dès le début de notre conversation ce soir-là, je lui dis, Damien, on a 3 enfants, je te demande une chose, si tu ne me crois pas ce soir, ne me dis pas maintenant que tu ne me crois pas, parce que je ne vais pas pouvoir entendre que tu ne me crois pas, parce que moi je crois en notre couple, je crois en notre famille, et que si tu me dis ce soir que tu ne me crois pas, moi je vais sauter du pont en fait. Voilà. Et pour en avoir reparlé avec plusieurs thérapeutes, là c'est vraiment l'enfant qui parle en fait, c'est l'enfant qui lui dit, s'il te plaît, crois-moi. Parce que si toi tu ne crois pas, alors c'est foutu, quoi. La vie elle est foutue. Et donc bien sûr que Damien me croit, et heureusement que Damien me croit, c'est quand même ce qui nous permet de tenir le coup, mais à la fois c'est aussi le début du tumulte. D'un autre tumulte, j'ai envie de dire. Donc je décide de parler à mes enfants, parce que j'ai compris le transgénérationnel et je sais que c'est pas que en parlant à Damien que les choses vont pouvoir évoluer. Je sais que je dois aussi expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent qui est leur maman en fait et pourquoi leur maman elle réagit comme ça ou pas comme ça et comment ça se matérialise dans leur vie aussi, mon traumatisme, parce que forcément mon traumatisme a eu des conséquences sur leur vie, je le sais. Je m'en suis excusée à plusieurs reprises auprès d'eux parce que je sais avoir été défaillante à des moments donnés et c'est dur en tant que maman de se dire qu'on a été défaillante. Je ne cherche pas d'excuses, c'est un fait, ça a été comme ça. Je le regrette bien sûr, mais maintenant j'essaye de faire mieux que ce que j'ai pu faire auparavant. Donc je parle à mes enfants et puis je décide de déposer plainte dans l'esprit de me dire ça sera écrit quelque part. Voilà. Je ne veux pas être la seule à porter ça, je veux que la France, l'État français, je veux que l'administration sache que cet homme-là a fait ça, parce que si je ne suis pas la seule, alors ils pourront savoir que l'autre personne pourra savoir qu'elle n'a pas été seule non plus dans cette situation et dans victime de ce prédateur en fait. À chaque étape, je me dis c'est bon, alors là j'ai parlé à Damien, c'est bon, pendant 2-3 mois, je suis soulagée, tout va très bien, entre guillemets, tout va beaucoup mieux. Je décide de parler à mes enfants, voilà, je me dis ça va aller mieux, je décide de porter plainte, je me dis ça va aller mieux, puis en fait je me rends compte que c'est un chemin qui se termine jamais. Je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais voilà, je me dis c'est le chemin d'une vie en fait. Chaque histoire est différente. Oui. Moi j'ai pas eu cette case judiciaire, mais effectivement, ça me parle énormément le fait d'avoir, je me souviens très bien le jour où Marie, j'en ai parlé rapidement, mais mon fils, j'ai mis du temps, je me souviens de ces étapes où tu te dis, voilà, et puis à un moment donné, moi je suis partie longtemps, j'ai quitté la France pendant 24 ans, et c'est en revenant en France il y a 4 ans qu'une nouvelle couche s'est rouverte, donc oui, c'est un chemin qui est long, et puis ça me parle beaucoup, quand tu parles de cette culpabilité aussi par rapport au couple et aux enfants. C'est l'oignon, vous savez, c'est des couches de l'oignon, quoi. On enlève des couches, à chaque couche qu'on enlève, on se dit super, on respire mieux. Et puis on se rend compte que non, on n'est toujours pas arrivé au bout de. Je dépose plainte, et puis je décide aussi d'expliquer à ses enfants, à lui. Alors ça, c'est des choses que certaines personnes ont du mal à comprendre quand j'explique ça. Et pourquoi tu es allé parler à ses enfants à lui? Parce que finalement, eux, ils y sont pour rien, effectivement, ils y sont pour rien du tout. C'est des gens avec qui j'ai été encore en relation pendant longtemps, puisque j'ai été leur babysitter, on est allé à leur mariage, etc. Ils étaient toujours là au fait de leurs parents et auxquels on était présents aussi. Et en fait, tu as parlé tout au début de climat incestuel, et je me dis, mais à tout moment, il peut aussi toucher à ses petits-enfants, puisqu'il a eu des petits-enfants, et que, qu'est-ce qui l'empêcherait finalement d'avoir des relations avec ses petits-enfants, d'avoir des attouchements, ou d'avoir des comportements inappropriés avec ses petits-enfants. Et donc, je décide de parler à ses enfants, donc je
je m'y prends de façon... je prépare, je ne passe pas un coup de fil un beau jour, je prépare une lettre, je leur lis une lettre que je leur ai écrite. En tout cas, ils ont 3 enfants, parce qu'ils en ont eu un 3e. Ils en ont un 3e que j'ai regardé aussi après tout ça, qui est né après tout ça, ça je ne l'ai pas dit, mais il est né en 92, donc nous, notre relation s'est terminée en 90, et en 92, ils ont eu un 3e enfant que j'ai de nouveau gardé, donc ils ont fait de nouveau appel à moi en tant que babysitter en 92. C'est bien là où on continue d'harponner, hein, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas l'affaire, on continue de te mettre ce rôle de privilégié et de garder nos enfants, on te fait confiance, etc. Et je sais que cet enfant d'ailleurs ne va pas bien depuis très très longtemps, pour des raisons, voilà. Et donc, je décide de parler à ces enfants, donc j'appelle leur première fille en décembre 2019. Alors, j'ai porté plainte en octobre et je lui explique tout ça. Je sens que cette fille aînée, elle va mettre son mouchoir dessus, qu'elle va mettre ça sous le tapis. Ça l'arrange pas beaucoup, mon affaire. Elle n'a pas trop... voilà, alors elle respecte complètement, elle me croit, elle ne me remet pas du tout en cause, mais par contre, elle n'est pas dans l'état d'esprit de prendre le sujet, quoi. Voilà, ça ne l'intéresse pas de prendre ce sujet en main. Et puis, je laisse passer les fêtes de Noël. Et en janvier, j'appelle leur premier fils, mon 2e enfant, qui lui est dans une toute autre démarche. Il est atterré et à la fois complètement en colère, en fait, contre son père. Et lui est très remonté. Voilà, il n'est pas si surpris d'une certaine façon. En tout cas, il m'exprime clairement le fait que ses parents sont des gens qui n'ont absolument aucune empathie. Mais zéro, ça n'existe pas chez eux. Et ça aussi, c'est une caractéristique assez connue des agresseurs sexuels, c'est des gens qui n'ont aucune empathie, qui n'essayent pas de se mettre à la place de l'autre. Leurs 2 enfants aînés leur écrivent un mail le 2 février 2020. Le 3 février 2020, alors qu'on n'est plus en contact depuis plusieurs mois avec mon agresseur, puisque j'ai mis fin à la relation, il me téléphone et il me dit « J'aimerais te voir. Ça fait 30 ans que je dois te parler, j'aimerais te parler. » Je réfléchis, je me dis « Est-ce que... quel intérêt ça a que je le vois ?» Maintenant, c'est quand même le moment où, ça y est, j'ai compris, quoi. J'ai passé une étape, c'est-à-dire que c'est plus l'enfant là qui va parler avec lui, c'est l'adulte. C'est-à-dire que si on a une conversation, ça va être d'adulte à adulte. Et en fait, ça m'intéresse d'avoir cette conversation, parce que moi aussi, j'ai des choses à lui dire, d'adulte à adulte. Donc, je dis « Ok, rencontrons-nous ». Et puis, je pose le téléphone sur la table, comme ça, parce que je me dis j'enregistre la conversation, parce que je pense que je vais avoir besoin de réécouter. Je me dis que... je vais quand même être dans l'émotion, hein, ça ne va pas être rien d'avoir cette conversation, donc j'enregistre la conversation en me disant je vais avoir besoin de réécouter. Je me dis peut-être qu'un jour Damien me posera des questions et que ça sera le moyen de lui apporter des réponses que d'entendre ce que lui avait à me dire ce jour-là. Bref, j'enregistre la conversation. Quelques semaines après, Damien il est auditionné dans le cadre de l'enquête qui s'est ouverte, et puis il informe les gendarmes que j'ai enregistré la conversation, qui me demande d'apporter en fait cet enregistrement qui devient un élément de preuve. En fait, qu'est-ce qui se passe, Sylvie, au moment où il vient me voir? Il est dans quel état d'esprit? Tu sais, pour avoir lu le livre, tu sais ce qu'il cherche à faire à ce moment-là. Il est dans l'état d'esprit de me faire taire, ni plus ni moins. Oui, bah oui. Il est dans l'état d'esprit de je continue mon cinéma, quoi. Je continue à te faire croire que je suis désolée, que vraiment je m'en veux beaucoup, je t'ai fait du mal. Voilà. Il cherche à ce que je le pardonne et à ce que je fasse comme sa fille aurait voulu faire, c'est mettre son mouchoir dessus et qu'on passe à autre chose. C'est souvent le cas également dans les familles où il y a des enfants. Exactement. Il y a exactement dans la tout à fait. À un moment donné, on va chercher à faire taire. À faire taire à nouveau en parlant de pardon. Oui, quand même. Il y a quand même longtemps maintenant. Oui, c'est bon, c'était il y a longtemps. Puis tu vas bien. Ta vie, elle va bien quand même. T'es mariée, t'as des enfants, tout va bien pour toi quand même. Et puis toi, t'en voulais de cette relation, me dit-il. Toi, t'en voulais de cette relation. Donc, bam, je te remets un petit coup de culpabilité, hein, au cas où t'en aurais pas eu assez, et au cas où ça marcherait encore un peu. Donc voilà.
Donc il réessaye encore et encore de me rendre responsable et surtout de me faire taire. Parce que là, j'ai parlé à ces enfants. Donc là, ces enfants, ils sont éveillés à ce qui s'est passé et je mets la lumière sur qui il est, sur ce qu'il a fait. Et ça, pour l'agresseur, c'est insupportable. C'est-à-dire que je touche à son image. Je touche à son image. Et là, c'est la catastrophe. Donc il tente une dernière fois, il se dit, bon, avec un peu de chance, ça va passer. Et il tente de me faire taire. Malheureusement, ça ne marche pas. J'ai déjà déposé plainte, donc en fait, lui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, mais ce que je vais faire maintenant, ça ne te regarde pas. Je suis libre. Je suis libérée et libre, donc je vais faire ce que je veux, ce qui me semble bien. Et là, il sent. Il me dit, mais t'as plus le regard. Il sent. Tu as sorti de ton rôle de la petite fille. Exactement. Je ne suis plus la petite fille vis-à-vis du prof. En fait, je suis l'adulte avec l'adulte. Et je pose, moi, ma limite. Voilà. Et ça change tout. Et ça change tellement tout que quand il est convoqué pour s'expliquer, parce que donc une enquête est ouverte, il est convoqué pour s'expliquer. Et là, pour moi, c'est le début de l'enfer, du deuxième enfer, ou du troisième ou du quatrième, je ne sais plus à combien on en est, mais qu'importe. Parce que là, je vois son vrai visage. C'est-à-dire que là, non seulement il minimise, ça on aurait pu s'en douter, donc il reconnaît un fait de viol, il dit que j'avais plus de 15 ans, parce qu'on sait très bien que la loi, elle est moins favorable pour ce qui concerne les moins de 15 ans, donc forcément, c'est facile de dire que j'avais plus de 15 ans. Et puis, non seulement il minimise, ça je pouvais l'imaginer, et je me l'étais dit, mais par contre, ce à quoi j'étais pas du tout préparée. Et aujourd'hui, je me dis, c'est dingue que je n'ai pas pu me préparer à ça, mais c'est comme ça, on avance, et c'est en avançant qu'on comprend les choses, mais il me rend responsable. Tout est de ma faute, bien sûr. Mais c'est inévitable, on se dit, tous les agresseurs font ça. Mais moi, je ne m'étais pas projetée dans cette situation où on allait me rendre responsable. Donc, il m'explique que tout est de ma faute. Je l'ai aguiché, je l'ai emmené dans ma chambre. Tout ça qui s'est passé. Il m'a emmené dans sa salle de bain. Et quand bien même je l'aurais emmené dans ma chambre et quand bien même je l'aurais aguiché, on en revient à ce que me disait la petite tout à l'heure, ce que je vous évoquais, c'est que de toute façon, il aurait dû poser le cadre. Elle aurait dit oui, c'est vrai, mais quand même, elle m'a aguiché. Quand même, voilà. Il m'accuse d'avoir créé cet enregistrement parce que lui, c'est un animateur radio, donc lui, il fait des montages tout le temps. Donc en fait, moi aussi, je pourrais faire des montages. C'est quelqu'un qui manipule très bien la langue française, puisqu'il est prof de français latin. Donc, quand les gendarmes lui disent « Alors, vous êtes en train de dire que Madame Lemoyle ment ?» il dit donc, que Madame Lemoyle est une menteuse, pardon, il dit non, elle dit des mensonges. Voilà, tout est sur le fil, si vous voulez. C'est pas grossier, c'est pas... Non, c'est tout en douceur, c'est tout en délicatesse. Voilà. Et ça, c'est aussi typique du côté pernicieux, du côté gros esclandre, à un moment donné, tout est mesuré, oui, tout est froid. Oui, posé. C'est pas presque froid, c'est-à-dire que là, je vois un visage de lui que j'avais jamais vu, et qui m'est très en colère. Je suis ressortie de là, mais dans un état de colère dingue. Et en fait, cette colère, je l'ai mal gérée, c'est-à-dire que j'ai voulu en faire quelque chose, je ne savais pas quoi en faire. Damien, il ne veut pas l'entendre, cette colère, ça ne l'arrange pas, mon affaire. C'est trop lourd, c'est trop dur, c'est pas... quoi faire avec tout ça, quoi. Il a l'impression que je lui demande d'agir. C'est pas le cas. J'essaie de me dépatouiller, moi, avec mon affaire, mais ça reste très compliqué. En fait, on est dans un système qui prend énormément de temps, qui se fait par étapes, et à chaque étape, on se dit que c'est la fin, ça y est, tout va s'arranger, c'est fini, et c'est pas le cas, en fait. Alors aujourd'hui, je suis là, je suis tranquille, je suis sereine devant vous, j'ai encore des étapes au niveau du civil qui vont encore me remuer, qui me remueront de moins en moins, mais j'ai accepté, en fait, aujourd'hui, que ce qui m'est arrivé, c'était le chemin d'une vie, en fait. Et je me dis que je vais bien, mais que toujours restera ce fil, et c'est l'image de mon livre, c'est cette cicatrice, en fait, voilà, qui est là, elle est là, elle disparaîtra jamais, mais j'essaie d'en faire quelque chose de positif, si tant est que ça soit possible, mais au moins, voilà, d'expliquer aux gens, au grand public,
à ceux qui sont prêts à entendre qu'on peut s'en sortir, que les choses dans la vie ne sont pas irrémédiables, que ça demande d'avoir les bonnes personnes à côté, de trouver la ressource en soi. Et on sait que parfois, on fait 3 pas en arrière, mais c'est peut-être en faire 2 en avant, ou peut-être la fois d'après 3 en avant, et la fois d'après encore 4 en avant, donc de progresser. Mais ça reste quand même un long chemin. Voilà, un long chemin. Terminer aussi en reprenant ces phrases qui sont intéressantes, je trouve vraiment, c'est chouette ça. Oui, mais ça à la fin. Mes dernières phrases, et puis on aura un temps de questions-réponses après si vous souhaitez, sont des phrases qui sont à la fin de mon livre. Je dis « Juger évite de réfléchir ». Tout ça, c'est très complexe psychologiquement. Donc forcément, quand on voit une fille qui souffre, qui a été victime et qui y retourne, pourquoi elle y retourne? Voilà, essayons de comprendre sans juger. Ne dites pas à une victime qu'il faut qu'elle passe à autre chose. C'est absolument insupportable. En fait, c'est nier l'importance de ce que la personne a vécu. Elle pourra passer à autre chose quand elle aura traversé l'épreuve, pas avant en fait, si tant est qu'elle puisse passer à autre chose. On voit toujours mieux de l'extérieur que de l'intérieur. Quand on est soi-même concerné, c'est très compliqué de voir les choses. Donc on a besoin de l'extérieur pour en sortir. Aux victimes, si j'ai réussi à m'en sortir, vous le pouvez aussi. Parce que j'ai longtemps cru que je ne m'en sortirais pas, j'ai longtemps voulu en finir, donc c'est possible d'en sortir. On est toujours plus intelligent après. Bien sûr qu'après on est mieux armé, on en sait plus qu'au début. Et je dis aussi, pour soutenir, il faut écouter. Et écouter, c'est se taire. Se taire, c'est ce que vous faites depuis le début et je vous en remercie. Parce que c'est comme ça que vous pouvez appréhender un peu les choses et soutenir les victimes. C'est en vous taisant et en accueillant leurs paroles sans jugement. Je disais tout à l'heure, effectivement, parfois juste une présence, une main. Oui, tout à fait. Une présence. Oui. Et c'est suffisant. Tout à fait. Parce que les victimes ont besoin, à un moment donné. Ensuite, il y a l'accompagnement thérapeutique aussi, etc. Oui. Mais voilà, je suis là. Oui, tout à fait. Je t'écoute. Oui. Écoutez-moi. On a commencé en musique, je vous propose de terminer en musique et puis ensuite on a un petit temps de questions-réponses si vous souhaitez. Ah bon, ça me dégoûte tout le temps, je ne sais pas pourquoi entre les deux chansons. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des 2 mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. You are the only one. You are the only. You are the
Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Je tiens à dire un grand merci à Sylvie pour son invitation, son accueil. Merci à toi, Stéphanie, surtout de témoigner dans ce livre. Je crois qu'effectivement, en plus, on sera en mesure d'échanger, de comprendre, d'éclairer. Bien évidemment que chaque histoire alors, est singulière. Bien sûr. Parce que chaque terreau est différent, etc. Mais on retrouve Les mêmes de toute façon les mêmes mécanismes. Et plus on sera en mesure de comprendre, de partager, d'éclairer, plus pouvoir guérir. Pour moi, c'est guérir le monde. Oui, c'est ça. On est tous traumatisés à des degrés divers. Et comprendre tout ça, effectivement, ça participe pas seulement à notre bien-être, bien sûr, mais à plus grande échelle, à celui du monde entier. Donc merci à toi d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez laissé sans voix. Je vais couper un peu l'émotion, parce que sinon, moi, je vais pleurer personnellement. Quelle est la loi actuellement en France pour porter plainte suite, parce que j'avais le souvenir qu'il y avait une... Ça a bougé en 2019, oui, Okay. juste grâce au livre de Flavie Flamand, La Consolation. C'est elle qui a combien fait- il y a un temps Aujourd'hui, c'est 30 ans à partir de 18 ans. D'accord. Ouais, alors je fais une précision là-dessus, parce que les médias disent ça. Vous cherchez dans Google, on va vous dire c'est 30 ans après vos 18 ans. Sauf que ça, c'est vrai pour les faits qui se déroulent depuis l'apparition de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. la loi qui s'applique C'est et la loi qui était en vigueur au moment des faits. Donc, pour ma part, on va me dire, tu avais jusqu'à tes 48 ans pour déposer plainte et pour que ça soit, qu'il y ait un procès au pénal, ce qui n'a pas eu lieu, parce qu'il y a prescription pour mes faits. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que ça aurait été vrai si les faits s'étaient produits aujourd'hui, cette année, mais ils se sont produits en 89-90. Donc la prescription, elle a eu lieu. C'était 10 ans à l'époque. Alors c'était 20 ans parce qu'il avait rôle, il avait ascendant sur moi. Mais, et parce que j'avais moins de 15 ans. Mais sinon, effectivement, c'était 10 ans. Donc les faits ayant déjà été prescrits de par la loi qui était en exercice au moment des faits, voilà. Par contre, il y a une notion qui est intéressante, c'est la notion de prescription glissante. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que j'ai déposé plainte, c'est-à-dire que mon dossier il est enregistré, voilà. Les faits sont prescrits, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu, hein. Ça veut dire que les faits ne peuvent plus être jugés. La prescription glissante permet à une affaire qui serait en cours aujourd'hui, c'est-à-dire si mon agresseur a de nouveau eu des faits similaires aux miens et qui ne seraient pas encore prescrits, si la personne porte plainte, je peux me rattacher à cette affaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la prescription glissante. Donc, ce qui pourrait permettre qu'il soit éventuellement jugé pénalement aussi pour mon affaire, si voilà, c'est ce qu'on appelle la prescription glissante. On peut se rattacher à une affaire qui ne serait pas encore prescrite. Et puis, aussi, il n'y a pas de prescription. Voilà, et tout à fait, ça c'est important tout à fait. pour la réparation. Ça, c'est pas le civil parce que c'est la reconnaissance quelque part de ce qui est arrivé. Tout à fait. En fait, peu de gens savent qu'on peut attaquer au civil, on peut le terme d'attaque, déposer plainte au civil, et ça permet une reconnaissance, parce qu'au pénal, on cherche à faire condamner l'agresseur, au civil, on cherche à faire réparer la victime. Voilà. Donc c'est qu'une compensation financière, néanmoins, c'est une reconnaissance de ce qui s'est passé. Voilà. Après, c'est pas neutre quand même, c'est pas si simple. Et ça peut aussi, c'est comme dans tout procès, il faut quand même être préparé. Il ne faut pas croire que parce que c'est qu'une question d'argent, c'est simple, parce que finalement, moi je dis aussi que le niveau d'indemnisation qu'on va me donner, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on me donne 10 000 euros, 30 000, 50 000, 100 000, finalement c'est quoi par rapport au préjudice que j'ai subi? Je peux me dire, si on me dit qu'on va me donner 20 000 balles, je vais dire, mais 20 000 balles, c'est
c'est même pas mes frais d'avocat, et puis je parle pas des frais de psychologue, et puis je parle pas du traumatisme lui-même et du préjudice. Donc finalement, le fait de mettre un montant en face d'un préjudice, c'est aussi une affaire très délicate et qui peut aussi faire plus de mal que de bien. Moi, je suis prête à ce que ça n'ait pas de conséquences et que je me suis dit, peu importe le montant du préjudice, c'est pas ça qui va. Mais n'empêche que le jour où ça va tomber, je sais pas comment je réagirai à ça. Donc il reste une dernière étape pour moi qui est le 27 janvier, date à laquelle sera fixée l'audience de mon agresseur, son avocate, mon avocate et moi devant le juge pour décider du montant de l'indemnisation. Voilà. Mais c'est vrai que porter plainte au civil, ça a du sens aussi pour réparer la victime. Encore faut-il quand même être prête, accompagnée et armée pour ça. Parce que c'est pas... Oui, c'est important de le savoir. Beaucoup ne savent pas, effectivement. Merci de rappeler ça. Oui, tout à fait. Toute dernière question? Moi, c'était pas une question, c'était juste un parallèle qu'on peut faire. Donc avec Sylvie, on a beaucoup parlé de l'histoire de Christine Angot. Et je trouve qu'il y a un parallèle énorme aussi, même si c'est vrai que si toutes les histoires sont différentes, il y a cette notion de cette emprise qui se fait, c'est vraiment la personne elle distille, voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile, et toutes les histoires le disent, le racontent, et Christine Angot, ce qu'elle fait de particulier aussi dans l'histoire qu'elle décrit, c'est cette notion de, malgré des années plus tard, et qu'elle était adulte, qu'elle était avec son compagnon, son père a réussi à la violer. Elle avait 26 ans. Ouais. Parce qu'elle était dans cette sidération. De nouveau, et son compagnon était dans la pièce en dessous, et entendait, et était lui-même dans la sidération parce qu'il avait été violé lui aussi, et il était absolument incapable de réagir. Et c'est la force du truc il faut quand même le dire vraiment quoi. C'est tellement fort. C'est puissant, c'est très très puissant. C'est pour les gens qui, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que déjà quand c'est les adultes c'est compliqué. Et moi je pense à tous ces enfants auxquels on demande de s'expliquer sur un abus. Et là vraiment je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. En fait on avait un petit mot qui parlait de ça pour conclure. C'est les propos du juge Durand. Vous connaissez le Parlement, voilà, qui dit il y a deux solutions uniquement, soit on croit, soit on ne croit pas. Il n'y en a pas 50. Et le seul choix logique, c'est de croire, c'est de prendre au sérieux, parce que les enfants sont des gens sérieux. Voilà. Mais croire nécessite du courage, parce qu'il faut le courage de se représenter la honte de l'enfant, son sentiment de culpabilité, sa peur et sa peur de ne pas être cru. Et ça, c'est très compliqué. Notre cerveau, il ne veut pas voir ça. Ça ne l'arrange pas de voir un adulte avec un enfant et de voir un enfant en souffrance. On ne veut pas le voir. Donc on est de fait dans une situation où notre tête, elle ne veut pas. En fait, il faut pousser, il ne faut pas se ménager pour réussir à croire à l'enfant. Et ça, c'est difficile. 80% des problématiques ont lieu dans les milieux proches. Donc en plus se dire, c'est tonton Michel, c'est le frère Luc, qui a fait ça, c'est encore moins. Et c'est pour ça que dans beaucoup de familles, la mère, le père ne croient pas. Et mettent, sont dans le déni et disent non mais il dit n'importe quoi. Ou disent oui, ok, t'en parleras pas. Hein. Donc ça reste entre nous et tu ne diras rien. Parce que ça n'arrange pas de voir ça. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dur, ça fait trop mal. Donc les gens sont parfois sidérés eux-mêmes de ce qu'ils entendent ou croient comprendre et ne peuvent pas en faire quoi que ce soit non plus. Donc ça demande vraiment cet effort de croire à l'enfant. Puis ça détruit le clan. Bien sûr. On sait que ça va faire exploser la famille et toutes les conséquences, etc. Merci. Merci à de votre présence. et à toutes. Merci beaucoup.